Assagi, militant des droits humains, membre de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aimé. Merci pour l'invitation. Je suis content de participer à cette émission. Et en duplex de New York, Christian Kuntok, expert en énergie renouvelable. Et la première question, je préfère poser les gens qui sont en duplex et surtout en Jad et à New York. Je commence par New York. Christian, les dernières élections du 6 mai, comment la diaspora jadienne, qui est basée aux États-Unis, a vécu ces élections? Merci pour l'invitation. Personnellement, je ne l'ai même pas. C'était un non-événement pour les acteurs politiques de la diaspora tchadienne parce que on s'est rendu compte qu'après 2016, même si la diaspora tchadienne votait massivement pour un opposant, que les résultats seront toujours les mêmes. Le monsieur Mamad Déby restera au pouvoir, qu'ils fabriqueront des résultats. Et on avait même dit avant qu'il allait gagner avec 60 à 65%. Et regardez, donc pour répondre à votre question, c'était un non-événement tristement, puisqu'on s'est rendu compte, puisque après plusieurs années des mêmes choses, on se rend compte que c'est une perte de temps. Justement, pour d'autres pays, en fait, il y a la diaspora, il y a des bureaux de vote dans les pays extérieurs, comme par exemple en France, aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que c'est le cas pour les Jad? Est-ce que la diaspora est invitée à participer aux élections du pays? Oui, oui, il y avait un organisme au consulat, à la mission permanente tchadienne ici à New York. On m'a appelé personnellement plusieurs fois puisque mon propre papa était l'ambassadeur du Tchad à la mission permanente ici de 2000 à 2005. Donc, on connaît bien la famille. On nous demandait d'aller voter. On va passer au Tchad. Aimé Assadi. Aimé, comment vous avez vécu ces élections à l'intérieur du pays? Comment ça s'est déroulé? Comment vous avez vécu cette journée? D'accord, ok, merci. Ici au Tchad, d'une manière générale, et plus particulièrement dans la capitale, c'était carrément un désespoir. Le peuple était d'abord désespéré à un moment donné parce qu'on savait déjà que quel que soit ce qu'on allait faire, ce régime allait se maintenir. Tellement qu'ils ont commis des gaffes partout et ils ne pouvaient pas laisser ce pouvoir comme ça. Mais il y avait une partie de la population qui était sortie voter. On les a accordé un petit bénéfice de doute. Donc, ceux qui étaient sortis pour voter, malgré qu'ils ont voté pour l'opposition, après la proclamation du résultat, quand on fait un tour dans la ville, on voit la désolation du peuple, un peuple qui est vraiment abattu par ces vols, par ces coups d'État électoraux. En plus de ça, euh, le régime a dit qu'il a gagné les élections, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les armes sont partout dans la ville. Un peuple qui est terrorisé, un peuple qui est vraiment, vraiment aux abois. En fait, Bon, nous allons revenir sur ce qui s'est passé après la proclamation des résultats, avec des tirs qui a choqué un peu partout dans le monde. Mais pour revenir à cette journée de 6 mai, est-ce qu'il y avait des files, des personnes qui voulaient voter? Est-ce que le taux de participation de 75%, est-ce qu'il est crédible? Non, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas que ce taux est crédible parce que certains savaient déjà avant qu'on allait finir par truquer ces résultats, donc ça ne valait pas la peine. Il y avait que quelques, on pourrait dire un truc de 30 quelques pourcents ou 40 parce que c'est les 75%, non, non, ça, ce n'est pas logique. Nous, on a vécu les élections en direct. Il y a que quelques localités qui ont cru peut-être que pour une fois, que ça allait fonctionner. C'est comme ça que les gens étaient sortis pour voter pour l'opposition. Mais en réalité, non, 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 on ne pouvait pas atteindre les 75%. Non, pas du tout. Loin de là.
Alors, si je reviens, Abdelkarim, Ouais. sur cette journée, il y a eu une partie de l'opposition qui avait appelé les boycotts et il y a une partie de l'opposition qui a participé à cette élection. Ouais. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que la participation, le taux de participation que le régime a fixé à 75%, est-ce que pour vous, est-ce qu'elle est crédible? Je ne crois pas que c'est crédible. Déjà, nous ne faisons pas confiance. Nous faisons partie de ceux qui n'ont pas cru dès le début à la bonne foi de ceux qui crient victoire en ce moment. C'est par expérience, hein. C'est pas parce que on a décidé par radicalisme pour boycotter, non. À force d'analyser les faits et les gestes de ces régimes, pas seulement sur cette année, hein, c'est aussi pendant le régime de son père. Donc, on sait ce que vaut la parole de ces gens qui sont tous issus du régime. On sait comment le régime fonctionne. Et on sait ce que le régime a fait. Donc, pour nous, aller dans ces conditions, dans ce processus, c'est aller vers une bataille jouée d'avance. Comme si tu pars jouer dans un terrain où les règles de jeu sont déjà truquées, les dés sont déjà pipés et que tu sais comment ça va finir. Donc, ça n'a pas la peine d'y aller parce que le fait d'y aller, pour nous, c'est donner l'occasion, l'opportunité de cautionner le résultat et de légitimer le régime. C'est l'alerte. Hein. On a alerté nos camarades de dire attention, c'est bien d'aller, c'est bien de le dire, de ne pas jouer la politique de la chaise vide, il faut aller sur le terrain, mais aller sur le terrain, mais quand on sait bien que les règles sont déjà fixées d'avance, vous savez, ben, ça ne sert absolument à rien. Ben, on leur a dit, on respecte leur choix, allez-y, mais nous, en tant qu'hommes politiques, acteurs politiques et mouvements politiques, sur la base de nos expériences et sur la base de ce qu'on voit actuellement, nous ne pouvons pas aller cautionner cela. Donc pour nous, c'est non-événement. C'est pour ça que si vous avez constaté, on a été silencieux. Silencieux du début à la fin. On a gardé le silence parce qu'on n'a pas voulu perturber nos camarades qui ont cru aller échanger les choses de l'intérieur, donc utiliser l'entrisme comme stratégie politique, en sachant que tous ceux qui ont utilisé l'entrisme se sont fait écraser par le passé. Vous parlez par exemple du Premier ministre. Tous ceux qui ont essayé l'entrisme, tous ceux qui ont dit qu'ils soient des activistes, qu'ils soient des hommes politiques, qu'ils soient des citoyens qui ont dit que non, il faut d'abord aller échanger les choses de l'intérieur, ont tous été d'une manière... Participer à la main tendue, entre guillemets. Tendue, ou cette main n'était pas tendue, hein. C'était une main de fer quand même. Elle était déjà serrée. Voilà, elle était déjà assez serrée. Donc du coup, finalement... Chacun a utilisé. Moi, je pense que c'est très intéressant dans ce qui s'est passé, dans le sens où, pour une fois, chacun a respecté la volonté de l'autre. Je parle de l'opposition. Donc, du coup, il y a ceux qui ont dit que non. Dès le début, nous, on était à Doha, vous vous souvenez. On a refusé de signer parce qu'on a vu comment les choses allaient se passer. Il y a ceux qui sont rentrés, qui ont participé au dialogue, mais une fois qu'ils sont au dialogue, ils ont constaté que c'est un jeu biaisé. Du coup, ils sont retirés. Il y a ceux qui ont continué à croire et qui ont essayé d'appliquer les résolutions du dialogue en disant que bon, on va aller changer dedans et on va voter pour la Constitution, on va essayer de choisir la bonne Constitution. Bon, ils ont vu comment ça s'est terminé, hein, le référendum, comment ça s'est terminé. Après, il y a des gens qui ont cru aller aux élections en sachant que tout a été mis en place. Tous les organismes, enfin, les organes qui permettent justement de gérer ces élections, finalement, on a vu que la constitution des membres, la composition des membres de ces institutions, tous sont issus du régime ou de l'ancien régime ou des affiliés de ces régimes, de tous les frères de ces régimes, et que, sans que la société civile et les partis politiques de l'opposition aient leurs membres capables d'équilibrer un peu la composition ou de s'opposer à des tripatouillages. Le président du Conseil constitutionnel, vous savez qui c'est? C'est à peu près, on peut dire, l'adversaire et même l'ennemi juré de Succès Masra qui est juré de le combattre jusqu'au bout. Quand on voit le président de l'Ange, qui lui-même est issu du parti c'est un juriste, hein, c'est un juriste, mais quand même qui fait partie du parti d'Idriss Déby. Et quand on voit la composition de tous, tu te dis, mais... Et surtout que le démembrement de tous ces organes-là sont des gens qui sont des fonctionnaires de l'État en place, nommés par le président en place. Donc,
finalement, pour nous, c'était pratiquement impossible de gagner. C'est un sauf miracle. Même si, là, il faut le reconnaître que ceux qui ont accepté d'y aller, quand ils ont fait campagne, on sentit qu'il y avait cet engouement. Le peuple vraiment a cru. Il y avait vraiment, on dit qu'ok, on va... Un espoir pour dire que, ok, bon, on va en découdre dans les zones. Les gens sont sortis, hein, dans certaines zones, ils sont sortis, dans d'autres, ils sont même pas sortis. C'était un peu vraiment le vide sidéral. Mais ceux qui sont sortis, comme je l'avais dit précédemment, ça ne sert à rien d'aller voter. Ça, c'est pas ce qui est important. Mais qui contrôle le vote? Qui compte le vote? C'est ça qui est important. Sinon, vous pouvez voter 10 millions, mais si la personne qui compte mal vos votes et que vous n'avez même pas la capacité de pouvoir surveiller, contrôler, suivre et garantir, ça sert absolument à rien. Donc, du coup, finalement, peut-être que ça servira maintenant des leçons à l'opposition pour dire que bon, on a essayé le boycott, on a essayé la politique de la chaise vide, on a essayé à l'intérieur, on est parti, puis ça n'a pas marché. Bon, maintenant, peut-être que... Qu'est-ce qui reste? On va y revenir. Je me tourne vers Anwar Mohamed. Anwar, vous êtes juriste. Donc ma question c'est, est-ce que le processus électoral était respecté, on va dire, une certaine justice, une certaine, on va dire, procédure judiciaire? Est-ce que, en tout cas, qui respecte le peuple tchadien, qui respecte les normes d'une élection? Est-ce que cette élection, vous avez senti les institutions qui sont en place pouvaient amener à une élection équitable et juste? Merci beaucoup. Déjà, pour qu'il y ait une élection libre, crédible, transparente, il faut d'abord qu'il y ait des minimums de conditions préalables qui doivent être garanties par le régime. Et par rapport aux conditions minimales qui doivent être garanties, il y a la question de l'indépendance des membres de ceux qui gèrent l'élection, c'est-à-dire l'institution même qui a été mise en place, qui s'appelle l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. Il faut que les membres de cette agence-là soient des personnes qui sont neutres. On est dans les élections présidentielles au Tchad, c'est comme un match de foot. Il y a un arbitre et cet arbitre doit être neutre, une neutralité vis-à-vis des partis. Et du point de vue de la neutralité, il découle beaucoup plus des aspects juridiques qui sont l'indépendance et l'intégrité des membres de cette agence nationale. Ensuite, il y a la question de l'impartialité. Comme bien indiqué tout à l'heure, il s'agit des membres qui sont généralement issus du régime. Et l'agence nationale est composée des membres qui sont beaucoup plus favorables au régime en place. Un équilibre entre l'opposition et le pouvoir en place sur la composition de cet organe? Mais l'équilibre... porte en plus un nom ange, c'est quelque chose qui est fort. Mais c'est pas l'ange Gabriel. L'ange, c'est pas l'ange Gabriel qui va venir sauver le peuple tchadien, mais il s'agit d'une institution nationale qui a été mise en place dont le régime doit s'assurer que ces personnes-là sont là pour une question de continuité du système. Parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'un système, et ce système-là est toujours en continuité. Et le président Succès Masra, le président des transformateurs, lui-même, il avait avoué en quelque sorte que l'ange, les membres de cette agence qui gère l'élection sont inamovibles. Mais il faut savoir que du point de vue juridique, la question de l'inamovibilité des membres de cette agence et la question de l'impartialité de ces membres n'ont rien à voir. On peut bien être inamovible, c'est-à-dire avoir un mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable du point de vue juridique. Mais cela n'empêche pas que ces membres-là font un certain nombre de faveurs par rapport au système en place. D'où la question de l'impartialité et de l'intégrité des membres de cette agence nationale qui devrait censé gérer les élections. Mais avant la gestion des élections, il y a d'autres problèmes. Parce que le porte-parole du département d'État américain, ils ont fait un communiqué sur le bon déroulement du processus électoral dans son ensemble, mais au fond, il y a un certain nombre de questions, telles que l'élimination politique d'un certain nombre de candidats
comme Yaya Dillo, et dans les 20 candidats qui ont normalement déposé leur candidature, il y a 10 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Et là, il revient, avant même l'ange qui devrait gérer ces élections, avant la composition de cet organe, il faut revenir sur la chance qui devrait être accordée aux citoyens de concourir à des échéances électorales de façon libre, transparente et crédible. Et là, des chefs de partis politiques comme Yaya Dillo, ils ont été assassinés. D'autres candidats qui sont aussi crédibles ont été éliminés à la lumière de Koursami, etc. Et d'autres candidats également ont été éliminés. Donc sur les 20, il y avait 10. Vous voulez dire qu'ils étaient écartés de la course? Ils étaient écartés de la course avant même les élections. Et sur les 20 candidats du Conseil constitutionnel, il y avait 10 candidats qui ont été retenus. Et ces 10 candidats, d'où la question des hommes politiques qui se posent sur la crédibilité du processus et la volonté de continuer les systèmes, c'est que sur les 10 candidats, il n'y a que Succès Masra, il y a aussi Paymi Padake Albert, parce que Succès Masra, il était le président des transformateurs, le parti n'était pas dans la légalité. Le parti était dans une illégalité et pour revenir sur le jeu électoral, oui, il est sur le Premier ministre. Après, il a été légalisé. Donc, je parle du processus parce qu'il faut suivre le processus depuis le début. Et il y a eu les accords de Kinshasa après, il y a eu le retour, il est le Premier ministre. Jusqu'à ce que l'élection se déroule, il était Premier ministre. Oui. Donc, ce qui veut dire que lui-même, il a en quelque sorte cautionné cette crédibilité des membres de cette agence nationale, alors que la question de l'impartialité de ces membres de cette devrait se poser en amont. En amont. Alors, il faut compléter aussi que le fait vient de dire brillamment notre juriste, c'est super bien. Très content de voir que la jeunesse prend la relève. Là où il faut ajouter que le fait d'avoir désigné à la tête du Conseil constitutionnel le porte-parole, l'ancien porte-parole du MPS, le parti au pouvoir, ça permettait justement de sélectionner ses adversaires. Vous voyez, donc le fait d'avoir éliminé des candidats, c'est le Conseil constitutionnel qui les élimine. Parfois, ils ont utilisé des raisons farfelues pour le faire. Donc, en cela, cela montre bien le dessein de ces personnes qui gouvernent, qui leur intention, c'est de ne pas organiser des élections libres, crédibles, équitables, des élections ouvertes, qui auraient pu permettre aux Tchadiens, justement, de pouvoir participer massivement en toute confiance, mais leur dessein de se faire en sorte que le pouvoir puisse rester entre leurs mains, mais tout en essayant d'habiller avec cette légitimité des urnes. Alors, justement, avant de parler de cette légitimité sur les urnes, au niveau des urnes, parlons un fait grave qui s'est passé juste avant l'élection. C'est l'assassinat de Yaya Dillo. Yaya Dillo a été assassiné juste avant et qui a été même reconnu par le pouvoir en place qu'il a été tué. Est-ce que vous pouvez... et ce fait grave n'a pas, on va dire, coulé beaucoup d'encre, que ce soit à l'extérieur du pays, par les médias, on va dire les grands médias internationaux, que ce soit à l'intérieur du pays. On a l'impression que c'est un fait anodin qui s'est passé et qu'on a continué comme si rien n'était. Comment c'était possible de passer un grand leader politique djihadien assassiné, mort, avant juste l'élection, que ça n'a pas... Même d'autres leaders politiques n'ont pas pu se retirer de cette élection en disant que ce qui vient de se passer, c'est un fait grave et on ne peut pas aller aux élections avec un tel système. Comment c'est passé comme ça sans qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe? C'est pour ça que nous regrettons profondément justement le fait que l'assassinat d'un homme politique, hein, même si ce n'était pas comment on appelle, Yadilo ou d'autres, hein, nous regrettons vraiment que ces deux poids, deux mesures. D'abord, vous avez parlé de l'international, de la communauté internationale, des institutions internationales, africaines, panafricaines, ou onusiennes ou autres. Surtout de la France aussi. La France a gardé silence, alors qu'elle était la première à donner des leçons. Pour le rappel, nous étions justement au lendemain aussi de l'assassinat d'Alexei Navalny. Vous voyez, le monde entier a parlé, s'est mobilisé, juste nous-mêmes nous impliquer tous pour dire que ce n'est pas raisonnable, quelles que soient les raisons, d'assassiner un homme politique.
On assassine un homme politique au Tchad, Yaya Dillo, et personne ne dit rien, silence radio total, comme vous dites, comme si de rien n'était. C'est vraiment regrettable et cela vraiment montre très bien le deux poids, deux mesures. Cela montre aussi l'incohérence, la complaisance de ces institutions ou même de ces États, soi-disant défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, comme la France ou autres. Et aussi, c'est vraiment regrettable que des institutions africaines ne disent rien. Et surtout, vous avez relevé au début que les hommes politiques tchadiens n'aient pas réagi à la hauteur de ce qui s'est passé. Il y en a qui ont un peu condamné brûle-lèvres, mais personne ne s'est retiré. Ouais, tous les candidats qui partaient dans cette course, mais personne n'a décidé de se retirer de la course à cause de l'assassinat de Adilo. Non. Vous voyez, ça c'est vraiment regrettable. Nous, en tout cas, on s'est mobilisés. Vous avez vu, dans la diaspora, des organisations internationales ou d'autres se sont mobilisés. Les politico-militaires ont condamné. Les mouvements politiques tchadiens en exil ont condamné. On a fait des manifestations. On est même allé jusqu'à la CPI. Cela, c'est vraiment regrettable et cela doit nous servir de leçon et d'en tirer les conclusions qui s'imposent des jours à venir. Sur la suite. Alors, si je retourne au Tchad, Aimé Assadji, en tant que militant de droits humains, comment vous avez vécu cet assassinat sur la place publique, presque? Et comment les Tchadiens ont ressenti et comment ils ont réagi à l'intérêt du pays? Ok, merci. Oui, par rapport à l'assassinat de l'opposant Dilo, le peuple est dans le regret, au fait. Parce que Yaya Dilo était un opposant. Les gens n'avaient pas cru en lui, juste parce qu'il était si proche du président. Donc, on pensait que c'était de sa famille et que voilà, que ça devrait passer. Pourtant, lorsqu'il était en danger, il écrivait sur sa page, il alertait au peuple que non, on est en train de m'encercler et tout. Le peuple n'a pas pu protéger son leader. C'est ce qui a fait que tout le monde s'est retrouvé coupable. Tout le monde s'est retrouvé coupable parce qu'il y avait cette possibilité de se mobiliser, aller ne serait-ce que rester autour de lui, même si c'est pacifiquement, et le protéger, chose qui n'a pas été faite. Donc, chacun s'est retrouvé coupable, au fait, pour dire, mais pourquoi on n'a pas pu faire? Pourtant, lorsque les transformateurs et tout, on les a encerclés, il y avait quand même des gens, il y avait des voix, il y avait des manifestations, il y avait d'autres qui appelaient à ce qu'on puisse cesser de les gazer, tout. Mais à son tour, les gens ont vraiment confondu la politique à une chose familiale et vraiment c'est dommage. Dommage, c'est regrettable. Voilà. Aussi eu une réaction, est-ce que la diaspora tchadienne à New York et en Amérique, est-ce qu'elle a réagi à cet assassinat ou est-ce qu'elle a considéré que, comme vient de dire Aimé, c'est peut-être presque une affaire familiale? J'étais l'un des premiers à intervenir sur une une station francophone basée même en Afrique du Sud, 2-3 heures après son assassinat, parce que c'est un homme qui nous inspire. Son courage nous inspire à continuer. Je peux vous dire que c'est à son honneur qu'on ne veut pas pleurer sa famille politique, parce que ce qu'il a fait pour le Tchad restera à jamais engravé dans nos cœurs. La diaspora, je peux vous dire, tchadienne comme nos frères et sœurs de l'intérieur, ne savaient pas comment se positionner. Et je peux même demander à notre président, Abdelkérim, je pense que on est dans cette sphère de conscientisation, on est dans cette sphère de rééduquer la population. Donc, si nos frères et sœurs nous écoutent, l'une des choses qui vous permettra de protéger vos leaders dans le futur, c'est si cette personne dénonce réellement un système en place. Si cette personne n'accompagne pas le système en place, c'est une personne de crédible. Je vous donne seulement 2 exemples parce que, une fois de plus, dans cette sphère de conscientisation, dans cette sphère de rééducation, on veut que notre beau pays décolle. Et on ne peut pas rester toujours à discuter de certaines choses qui devraient être indiscutables, mais on a été vraiment troublé, et on n'a pas de mots.
pour qu'un cousin élimine son cousin au nom de quoi on ne sait pas. Et 2-3 ans avant, le père de ce même monsieur, jour pour jour, a éliminé la maman et le fils de Yaya Dilo. On n'a plus de mots, mais on continue cette lutte au nom de Yaya Dilo, au nom des autres leaders qui ont été éliminés par ce régime, afin qu'un jour, le peuple tchadien retrouve son émancipation et sa dignité. Et on met nos vies sur tout ce qu'on dit. Merci. Anwar, sur ces cas, quelle est la suite à donner au niveau juridique? Est-ce que la mort de Yaya Dilo sera, on va dire, quelque chose qui sera oublié dans l'histoire, ou est-ce qu'il y aura une suite juridique qui va amener peut-être le régime tchadien à répondre devant les institutions internationales, peut-être même devant la justice tchadienne? Bien sûr, d'abord sur les faits, Yaya Dilo, un chef de parti politique, un membre de l'opposition, légalement établi du point de vue juridique, a été assassiné de façon lâche au sein de son siège. Quelles que soient les conditions et les circonstances de ses décès, il convient de rappeler qu'un membre de l'opposition politique, un homme politique, n'a pas à être abattu de cette façon-là. Parce que la politique, c'est un terrain d'idéologie et que chaque personne a la liberté, chaque personne a le droit d'exprimer librement ses opinions politiques et ses choix. Parce que sinon, c'est pas de la politique, c'est pas de la démocratie, c'est la dictature. Donc, dans une démocratie, chacun peut exprimer librement ses opinions. Mais sur le contexte de Yaya Dilo, il convient de rappeler que d'autres, ils disent que c'est parce que c'est un cousin ou un membre de la famille du président Mohamed Idriss Déby, mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une question de membre de famille ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'une question nationale. Il s'agit d'un chef de parti qui a été assassiné. Et ça concerne un membre de sa famille aussi. C'est une autre question juridique. Déjà sur le point juridique, le meurtre, il est incriminé. On n'a pas le droit d'assassiner quiconque. De surcroît, il y a un facteur ou des circonstances aggravantes s'il s'agit d'un homme politique. Parce que là, c'est parce qu'un homme politique qui exprime ses opinions contraires à un régime en place, parce que Yaya Dilo a été toujours une personne qui a toujours critiqué le régime en place, et donc, du point de vue de ses opinions, on ne peut pas assassiner une personne. Sur le point juridique, sur la suite à donner, il faut savoir que moi déjà, je suis membre d'Amnesty International depuis 3 ans et je suis membre de l'association des droits humains de la Sorbonne. Je suis étudiant à la Sorbonne et nous dénonçons toutes les atteintes graves à la violation des droits de l'homme à chaque fois qu'il y ait des atteintes à la démocratie, des atteintes à l'état de droit et également des atteintes aux droits de l'homme. Sur le dossier de Yaya Dilo, des hommes politiques, des militants des droits de l'homme se sont manifestés et que les Tchadiens, de façon unanime presque, ils ont condamné cet acte parce qu'il s'agit d'une violence qui est vraiment très approfondie, poussée et inouïe. Et donc, sur le point juridique, il y a des mécanismes. Il y a la Cour pénale internationale qui a été saisie, notamment avec les avocats, qui ont saisi la Cour pénale internationale, parce qu'il faut savoir que la Cour pénale internationale, c'est pas seulement la première fois qu'on saisit la Cour pénale internationale sur le dossier tchadien, parce qu'il y a le massacre du 20 octobre 2021. Là aussi, il y avait des centaines de Tchadiens qui ont été assassinés. Et avant cela, le régime de Déby Père, il y avait beaucoup de Tchadiens qui ont perdu leur vie. Il y a eu des signalements au niveau du procureur de la Cour pénale internationale et également la saisine à travers des avocats de la Cour pénale internationale lorsqu'il y a eu des centaines de morts. Après, il y a eu un dialogue, il y a eu un consensus, etc. Mais il y a eu également l'amnistie du point de vue des acteurs de cette violence politique-là. Mais moi, en tant que juriste, je peux comprendre l'amnistie, mais je peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de justice quand il y ait des décès, des personnes qui ont perdu la vie. Cette amnistie n'annule pas les poursuites judiciaires à l'international. Exactement, parce que quand on assassine du point de vue des incriminations pénales, on peut pas assassiner des personnes. C'est une affaire politique. On peut pas dire l'amnistie, on l'accorde.
oui, efface tout ce qui a été passé. Les traces sont là, les preuves sont là, parce que les avocats, ils ont des preuves. On a également un certain nombre de preuves, notamment du point de vue des images, du point de vue de la documentation juridique, de preuves, etc. Et il y a aussi le comité contre la torture, parce qu'on envisage également de saisir, parallèlement à la Cour pénale internationale, le comité contre la torture des Nations Unies. Rappelez-vous que le comité contre la torture des Nations Unies a interpellé le Tchad. À l'époque, c'était mon professeur Sébastien Touzier, qui était vice-président du comité contre la torture. Il a interpellé l'ambassade du Tchad à Genève. À l'époque, il y a eu des discussions sur un certain nombre de violations des droits humains au Tchad. La condition des détenus politiques au Tchad, notamment dans la prison de Korotoro, dans les autres prisons. Déjà, les membres du Parti socialiste sans frontières sont actuellement incarcérés dans ces prisons-là. Donc, il y a un certain nombre de questions de droits de l'homme, des questions juridiques, des questions d'ordre du droit pénal qui se posent. Et donc, nous, en tant que membres ou président du comité Justice et Vérité pour Yaya Dulo, nous disons que l'amnistie ne doit pas présumer ou préjuger qu'il y ait une forme d'injustice. Parce que la justice et la vérité doivent toujours être rendues dans une justice transitionnelle afin de penser à une société apaisée, afin de penser à une société qui aspire à des minimums de l'état de droit et de démocratie. Très bien. Il y a une autre affaire qui a un peu choqué un certain nombre je ne vais pas dire de la communauté internationale, mais en tout cas de l'opinion publique internationale. C'est après la proclamation des résultats, on a vu des militaires fêter en tirant en l'air, et on a même entendu des journalistes dire les balles qui ont été tirées en l'air ont tué des gens. Est-ce que vous croyez à ces informations? Est-ce que vous croyez que les balles qui est tirées en l'air est capable de tuer des gens? Peut-être que vous, depuis de Djibouti ou depuis dans certains pays, fonctionnement normal, on peut dire, ou dans des républiques qui ne portent pas seulement que le nom, mais aussi une république réelle, qui fonctionne avec des institutions crédibles et des fonctionnement acceptable. Oui. Non, je dis, c'est pas la vie, je dis, hein, peut-être que Djibouti, les gens tirent pas en l'air, je veux dire, mais je ne sais pas comment ça se fait, hein, mais en France, peut-être que les gens ne voient pas des militaires tirer parce qu'un président, un candidat qui a gagné. En fait, le Tchad, c'est un pays exceptionnel. C'est le seul pays où on voit où des militaires sortir tirer pour fêter la victoire d'un candidat. Vous voyez, l'armée, normalement, c'est une armée républicaine, neutre, capable... Dans le monde, on a les partisans du président élu qui fêtent. Voilà, des partisans qui fêtent. Donc, ça, c'était l'armée qui était les partisans. En fait, c'est là où j'ai dit que le cas du Tchad, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas une armée. Donc, vous devez en déduire et en conclure dans ma déclaration qu'il n'existe pas d'armée, c'est plutôt une milice à la solde de cette junte. Tous ceux qui sont sortis pour tirer en l'air, terroriser les citoyens, ce n'est pas l'armée nationale. Il n'existe pas d'armée nationale parce que c'est toute une milice qui a été mise en place. Et cette milice est aux ordres d'un seul homme, donc les dirigeants de la junte. Et ils ont terrorisé, ils ont tenu les citoyens un jour, ils sont sortis, ils ont fêté. Donc moi, quand je vois ça, vous devez en tirer la conclusion aussi simple que tout ce qui s'est passé, c'est avec les armes. Et c'est un coup d'État, c'est un hold-up électoral. Ils ont fêté leur coup d'État électoral. Et vous avez parlé de la question des victimes. Oui. Les victimes sont réelles et les victimes, on était en contact avec des familles de victimes, la diaspora s'est mobilisée, les gens ils ont envoyé des fonds, les gens ont acheté des médicaments. En fait, là-bas, quand on vous dit que les gens tirent des armes de joie, ils ne tirent pas avec des pistolets. Ils tirent avec des armes anti-chars, ils tirent avec des canons anti-aériens, ils tirent en vrac. Donc, du coup, toutes ces munitions qu'on tire en l'air doivent atterrir quelque part. Si aujourd'hui tu tires même en l'air des armes anti-chars, les RPG quand ça atterrit quelque part, bah, ça détruit des victimes. Donc du coup, la réalité c'est que même avant que les gens ne tirent, le ministère de la Défense ont fait un communiqué demandant aux militaires de ne pas tirer. Et le ministère de l'administration du territoire et le ministère de l'Intérieur a fait des communiqués pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de tirs d'armes.
Donc il n'y a pas que les militaires qui ont tiré. Il y a aussi les civils armés qui ont tiré de façon anarchique. Et il y a eu plus de 150-200 morts. Ils ne le disent pas. Ils disent que 9 morts, mais c'est tellement dramatique que même le gouvernement a fait des notes circulaires en demandant aux hôpitaux de ne pas donner le bilan. On a vu cette note partagée dans le réseau social. Ce qui s'est passé, c'est assez dramatique. Je laisse aussi aux camarades d'ajouter, mais c'est une réalité qui montre la vraie nature du régime et la vraie nature des élections qui se sont passées. Et justement, comment la communauté internationale, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus apte à réagir lorsqu'il s'agit d'autres régimes en Afrique ou même ailleurs dans le monde. Comment se fait-il qu'au Tchad, on a l'impression que la communauté internationale est vraiment timide, pour ne pas dire timorée? Est-ce qu'il y a une réaction de la communauté internationale sur ce qui s'est passé au Tchad? Oui, sur la réaction de la communauté internationale, il convient d'abord de faire remarquer que la communauté internationale, dans sa logique un peu de tradition républicaine et des relations internationales, relations diplomatiques et consulaires entre les États, la plupart des États de la communauté internationale ont félicité le candidat qui vient d'être élu récemment. Et après la proclamation ou bien le fait que le Conseil constitutionnel vient pour entériner ou donner des résultats définitifs, a poussé déjà d'une part le président de la République française Emmanuel Macron à appeler le président élu du Tchad pour le féliciter, et également du point de vue du côté de l'Union européenne ou bien de l'Union des États-Unis d'Amérique, il y a eu quand même un communiqué qui est très intéressant du département d'État américain, notamment le porte-parole du département d'État américain, je le disais dès l'entame de mes propos, qu'il a félicité la tenue des élections. Les élections ont été quand même calmes, il n'y a pas eu de violence, etc. Mais il s'agissait de la question de l'impartialité, de l'intégrité et le caractère inclusif. Il y a eu quand même des morts à la proclamation des résultats. Oui, le fait qu'il y ait eu des morts à la proclamation des résultats, c'est une circonstance qui vient aggraver encore les réactions de la communauté internationale, parce que le fait qu'il y ait des tirs d'armes, notamment des armes lourdes après les proclamations des résultats, revient à dire que cette armée-là, c'est pas une armée qui a un caractère national. C'est pas une armée normalement qui était censée protéger des candidats jusqu'à la proclamation des résultats, mais c'est une armée qui a déjà pris parti au préalable. Et ça, c'est un danger, parce que tous les problèmes du Tchad, vous savez, le Tchad est un pays très complexe. Le Tchad est un pays très exceptionnel. Depuis des années, depuis les indépendances, il y a eu des guerres, il y a eu des rébellions. Et donc, cet aspect-là de violence, cet aspect de rébellion, cet aspect d'armée qui est affiliée à un côté est ancré notamment dans la conscience collective de ces militaires-là, et je pense qu'il faut combattre cela. La question de la réforme de l'armée s'est toujours posée, mais il n'y a eu jamais une volonté réelle et sincère, approfondie, de pouvoir réformer l'armée pour qu'il y ait une armée nationale. Rien que le fait que cette armée est composée généralement des personnes qui sont proches au régime démontre que cette armée, elle n'est pas républicaine. C'est une milice qui a les moyens, notamment avec l'argent du pétrole tchadien. Il faut se rappeler que le pétrole tchadien devrait, en principe, je parle sous le contrôle de la FMI et du FMI et de la Banque mondiale, que l'argent devrait servir au développement économique du pays, alors qu'il n'y a pas de l'eau potable, alors qu'il n'y a pas de l'électricité. Peut-être l'expert en énergie va revenir sur les questions, sur les points des Tchadiens. Donc cet argent, au lieu de servir le développement du pays, a servi pour financer l'armée. Ça, c'est une question cruciale à soulever. Et la communauté internationale est timorée parce que le régime en place est un allié. Il faut savoir que sur la question de géopolitique, sur la question de paix et de sécurité, le Tchad, dans la zone, dans la bande sahélienne et également dans la zone de l'Afrique centrale, il existe quasiment un seul allié de l'armée française, de la France et même de l'Occident de manière générale, et c'est le Tchad.
Actuellement, l'armée française a des bases militaires au Tchad. La question des bases militaires se pose. Monsieur Bokel, il était parti pour rencontrer le président de la République. Et la question de condamner ou pas Pourquoi on a le vu régime... le président tchadien à Moscou? Oui, ça c'est une tendance qui est en train d'être... Moscou pour dire aux Français que si vous m'embêtez, moi je vais aller ailleurs. Vous voyez ce que dit mon jeune frère. En fait, c'est assez machiavélique comme stratégie. Ils ont vu le vent souffler. Les Tchadiens, aujourd'hui, comme il a dit, veulent le départ des bases militaires françaises. Parce que si aujourd'hui, nous on a toujours dit que si la raison de la présence de ces bases militaires ou des coopérants militaires français au Tchad, c'était d'aider les Tchadiens de construire une armée républicaine, respectueuse des institutions et qui défend et protège nos territoires, eh bien, ça fait 70 ans qu'on est en coopération militaire avec la France et ça fait des 70 ans qu'il y a des bases militaires chez nous. Et le résultat, c'est quoi? Il faut à un moment donné faire le bilan. Si aujourd'hui la présence de ces armées et la présence des coopérants militaires français avec une coopération militaire avec tous ces États dits démocratiques qui ne servent qu'aujourd'hui à maintenir des pouvoirs dictatoriaux au Tchad ou bien nous imposer des leaders en essayant de transformer cette présence militaire en parapluie de protection à cette junte, eh bien le Tchad, les Tchadiens n'en veulent plus. Voilà, maintenant c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que tous les Tchadiens veulent plus de présence militaire, qu'ils soient françaises ou américaines ou autres. Notre souveraineté nous oblige à réclamer cela. Et qu'est-ce que fait maintenant la junte? La junte, en fait, fait du chantage. La junte dit aujourd'hui aux Français ou d'autres, si c'est moi votre allié, comme il l'a dit, c'est moi qui vous donne carte blanche, c'est moi qui vous permet tout, c'est moi qui vous autorise à rester chez nous. Parce que s'il y avait notre président, mais je dis bien, s'il y avait notre président tchadien démocratiquement élu, avec son peuple derrière, il ne faut pas se laisser faire. On demanderait, comme dans d'autres pays, soit de payer des loyers. S'ils veulent venir chez nous, qu'ils n'ont pas payé des loyers. Comme ils payent partout dans le monde aujourd'hui, les gens ont des bases, mais payent. Ils payent des millions de dollars. Ça coûte trop cher de louer des espaces. À Djibouti, il y a des bases américaines. À Djibouti, il y a des bases américaines, mais ils payent les bases américaines. Dans d'autres pays, j'ai vu que les gens ils payent. Chez nous, c'est gratuit, ils ne payent rien. C'est des millions et des millions d'euros de pertes. Donc voilà pourquoi nous pensons que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt la junte est en train d'utiliser ce chantage pour dire que, vous voyez, la France n'a pas félicité au début, ni les États-Unis. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ils ont un peu félicité le bout du doigt parce qu'il leur a dit que si vous ne le faites pas, nous, on va aller voir Poutine. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Donc ce n'est ni l'intérêt des Tchadiens, ni de l'autre, mais c'est plutôt la bataille se déroule entre deux alliés qui veulent les intérêts des pays. Voilà. Alors, si je retourne à New York, Christian, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Christian, on a entendu Anwar dire que les États-Unis, est-ce que c'est par méconnaissance du Tchad que les États-Unis se sont précipités pour féliciter ou parce que il y a des intérêts, comme dit Abdelkarim, il y a des intérêts d'État et il y a des chantages peut-être derrière qui obligent les États-Unis à aller dans le sens de féliciter les présidents élus. Mon frère, des fois, nous, on n'a plus d'autres émotions. On a que le sourire parce que ce pays-là, c'est une patate chaude. C'est une patate chaude. Donc, je vous promets, s'il y a des gens qui ont même plus d'informations que nous, les Tchadiens, c'est la CIA, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, comme notre président l'a bien dit, non. Il faut faire quelque chose. Oui, non, mais lorsque j'ai soulevé, Christian, lorsque j'ai soulevé cette question, c'est en fait, j'ai une autre question en arrière-plan qui est de dire, est-ce que la diaspora djihadienne a fait assez aux États-Unis pour leur faire comprendre la situation djihadienne qui manque réellement pour que les États-Unis prennent conscience de ce qui se passe au Tchad? Vous parlez à l'un des leaders ici dans la diaspora américaine. On a donné
199% de nos efforts, comme nos frères de la France, il y a que nous. Nous sommes que 5 à 10, mais avec l'aide des autres Africains, on a parmi nous des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens qui nous soutiennent. Donc, on a donné 200% de nos efforts afin de sensibiliser le gouvernement américain. Mais une fois de plus, dans ce contexte géopolitique, vous voyez, la Russie prend de l'ampleur. Et le Tchad, comme on l'a répété, est le seul allié des États-Unis, de la France. Et c'est du déjà-vu, parce que si vous étudiez l'histoire du Tchad, on avait, dans les années 80, Hissène Habré. Le même contexte. Kadhafi prenait de l'ampleur. Hissène Habré a reçu des soutiens de la CIA. Hissène Habré était même venu aux États-Unis rencontrer Ronald Reagan, entre-temps était le président, et il a reçu le soutien de la France. Et c'est du déjà vu. On voit qu'au nom de la géopolitique, le Tchadien est sacrifié. Le Tchadien est sacrifié, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi c'est que le Tchadien qui souffre, qui est sacrifié, au nom de quoi? Bon, et pour répondre à votre question, ils savent bien tout ce qui se passe, mais ils n'ont pas le choix, tout simplement. Merci. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Je vais revenir sur les perspectives. Ouais. Comment sortir de cette situation? On a l'impression que là, on est parti encore quelques années sur un autre régime, Déby. C'était Déby Père, 34 ans. Maintenant, Déby Fils, on ne sait pas combien ça va durer, mais on a l'impression qu'on est dans le même type de régime qui était avant. On avait l'impression qu'il y avait une fenêtre. Pour certains, en tout cas, on crie qu'il y avait une ouverture, une petite fenêtre qui était ouverte. Là, on a l'impression que cette fenêtre est fermée. C'est ferme, définitivement. Et alors, Abdelkarim, quelle perspective, quelle solution pour que les gens sortent de cette lanière? Alors, on vient de sortir de cette hold-up électoral. Bon, pour ceux qui n'étaient pas informés ou les gens qui ne sont pas avertis, c'est une surprise. Mais pour nous, c'est pas une surprise. Bon, c'est plutôt la concrétisation de quelque chose qu'on avait alerté. Parce qu'on a senti, qu'on savait que ça allait se passer comme ça. Vu les conditions dans lesquelles les choses sont en train d'aller, je crois qu'il faut être vraiment, mais vraiment naïf pour espérer que ce soit le contraire. Maintenant, la perspective. Moi, je voulais juste que vous sachiez une chose, mais de façon vraiment sincère. La capacité de ce peuple, surtout la résilience de ce peuple. Une grande capacité de résilience. Parfois, dans le désespoir, parfois, quand on dit que ce peuple-là, finalement, comme vous dites tout à l'heure, peut-être que c'est parti encore pour des décennies de dictature ou de pouvoir de père en fils. Aucun Tchadien n'a pensé que la dévolution dynastique du pouvoir soit possible au Tchad, vu le caractère des Tchadiens, vu ce que sont les Tchadiens, et que les Tchadiens empêcheraient que ce qui s'est passé au Togo puisse se reproduire chez nous au Tchad. Maintenant, ce qui s'est passé au Tchad, ce n'est pas parce que le peuple était défaillant. Non, non, franchement, le peuple a fait, humainement parlant, ce qui est possible pour éviter d'avoir à subir cette humiliation. Parce que pour le grand peuple du Tchad, une dévolution dynastique est une humiliation. Pourquoi? Parce que ce peuple-là a de tout temps refusé de courber les chaînes, qu'il soit face aux puissances coloniales, parce que le Tchad s'est battu avec nos empires, face à des dictatures, on s'est battu. Et si vous voyez le nombre de rébellions qu'il y a eu au Tchad, parce que les Tchadiens sont de nature à refuser de se soumettre. Donc les Tchadiens ont toujours recours aux armes. Même ceux qui se disent pacifiques ont toujours descendu dans la rue, ont manifesté alors qu'on les tirait à balles réelles. Ils ont été massacrés, mais ils ont continué à sortir, à continuer à manifester. Et quand on regarde sur le plan international, même si les Tchadiens ne sont pas chez eux, quand vous voyez la mobilisation qu'il y a eu de tout temps, les Tchadiens
quelle que soit leur résidence sur cette planète, les Tchadiens ont toujours répondu présent pour leur peuple. Quand ce peuple est attaqué, quand ce peuple est massacré, et quand ce peuple se défend et se met debout. Les Tchadiens, ils ont étudié toute forme de lutte. Les Tchadiens sont partis 6 fois aux urnes sous le régime de Déby Père. 6 fois. 30 ans. Pendant 6 fois, ils ont été volés. Des centaines de fois, il y a eu des guerres. Les Tchadiens ont pris les armes. Des milliers de jeunes Tchadiens sont morts. Des milliers de jeunes Tchadiens. Armes à la main. Pour cet idéal de Tchad de demain. Est-ce que c'était pour un idéal déjà de débat ou c'était juste pour un pouvoir? Non, pas un idéal. Les Tchadiens ont manifesté de tout temps quand on voit des manifestations pacifiques. Quand on voit les Tchadiens sortir, même les meetings, quand on voyait des Succès Masra ou d'autres militants, quand on voit cette jeunesse sortir, réclamer le changement, quand vous voyez les meetings de Wakitama ou de la société civile, ou quand tu vois dans la diaspora les gens sortir, en fait, c'est un nouveau Tchad, c'est une nouvelle génération, c'est les Tchadiens. Ce n'est pas le Tchadien du passé, ça c'est vraiment cette nouvelle génération qui est là, qui en demande. Alors maintenant la question qu'il faut se poser, si ce n'est pas la défaillance du peuple, qui empêche à ce peuple d'être libre? Qui a peur de la liberté de ce peuple? Qui a peur de voir aujourd'hui un peuple tchadien libre, digne et qui contrôle sa destinée et souverain? Est-ce qu'on peut empêcher un peuple de se libérer? On empêche ce peuple de libérer si on joue le jeu, justement, de ceux qui veulent asservir ce peuple. C'est-à-dire, quand on regarde la trajectoire de tous les leaders qui ont gouverné le Tchad, surtout depuis 1990, et quand on regarde le nombre de jeunes, de leaders tchadiens qui ont été assassinés, les Ibn Omar, les José Beidi, les Abbas Ghoti, les Bachar Degui, tous ces gens, ces leaders charismatiques, et le dernier, c'est Adilo, ont été éliminés, non? Qui empêche l'émergence d'une nouvelle génération de leaders? À chaque fois, les forces occultes se sont liguées, soit pour étouffer des révoltes, armées ou pacifiques. N'oubliez pas, toutes les colonnes, je dis bien toutes les colonnes de la résistance tchadienne ont été attaquées par de l'armée française, que ce soit des avions français ou que les renseignements français ont toujours été du côté des oppresseurs. Le dernier, les FAT, quand il était en train d'aller descendre sur N'Djamena, l'armée française a contribué à ce que le Déby puisse se sauver. Donc, que ce soit sur le plan militaire, quand les Tchadiens prennent les armes, les forces occultes se coalisent pour les anéantir. Quand pacifiquement on manifeste à l'intérieur, on se coalise pour les empêcher. Quand on part aux élections, quand on dit « Ok, on va aller aux urnes », qui aide cette junte à pouvoir tripatouiller ces élections? Et qui vient après reconnaître ce tripatouillage, ces faux résultats, et légitimer ces élections? Donc finalement, moi j'ai dit ces peuples doivent justement maintenant, je suis très sincère, savoir qui l'empêche. Non, pas seulement, on sait qui l'empêche, mais de dire à ceux qui nous empêchent d'aller vers ce Tchad de demain, de dire que maintenant vous avez le choix. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes contre le peuple. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de s'asseoir entre les deux chaises, et il n'y a pas de l'hypocrisie. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Et maintenant, les Tchadiens doivent tirer vraiment la conclusion. Qu'ils soient la résistance armée, qu'ils soient les hommes politiques encore dignes debout, et qu'ils soient la diaspora ou la société civile, nous devons tous, après, comme vous avez dit, cette hold-up électorale, nous mettre autour d'une table et prendre une décision historique. Cette décision historique, moi je vous l'ai dit, nous devons penser même maintenant à l'instauration d'un gouvernement en exil. D'un gouvernement de salut public en exil. Franchement, nous devons prendre cette décision. Si à l'intérieur on nous empêche, si, que ce soit par les armes on nous empêche, par les urnes on nous empêche, par la rue on nous empêche, à un moment donné, il faut passer aux vitesses supérieures. La perspective, vous avez demandé c'est quoi la perspective? Eh bien, c'est l'alternative. Nous devons décider de mettre notre propre gouvernement en exil et agir selon les intérêts de notre peuple. Voilà ce que je pense sincèrement.
Alors, je mets en parallèle ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont décidé massivement de se battre pour obtenir leur liberté. Est-ce que les Jadiens se sont battus de la même manière pour aller jusqu'au bout, pour changer leur pays? Et je prends ça l'exemple parce qu'on a l'impression qu'il y a un exemple à Djibouti et au Tchad, on a l'impression que la femme tchadienne et la femme djiboutienne ne sont pas aussi actifs que le reste, par exemple comme au Sénégal ou dans d'autres pays où on a l'impression que c'est toute la communauté qui est engagée. Au Sénégal, on avait l'impression qu'il y avait une osmose générale de toute la jeunesse, que ce soit homme ou femme. Au Tchad, on a l'impression qu'il y a les hommes qui veulent changer le pouvoir et qu'il n'y a pas un engagement global de la société. Est-ce que vous avez remarqué cette différence ou pas au Tchad? Oui, oui. Voilà. Merci. Désolé pour mon frère. Merci, il n'y a pas de problème. Oui. On ne peut pas comparer une mousse à Laurent, je peux vous dire ça. On ne peut pas. Mais mes frères l'ont expliqué. Il y a un système qui est mis en place depuis 30 ans. C'est une continuation. Même l'ange, par exemple. Tout le monde a été nommé par le pouvoir. Le système électoral sénégalais est vraiment indépendant. Dans ce contexte, c'est pourquoi je dis on ne peut pas comparer les choses. Deuxièmement, l'armée sénégalaise, bien qu'elle s'est acharnée sur la personne de Ousmane Sonko, elle est toujours pas tribale. Voilà. Républicaine, exactement. Et dernièrement, le courage des Sénégalais et des Sénégalaises est le même courage que les Tchadiens et les Tchadiennes ont. Mais face à les trois points que j'ai relevés, nous sommes étouffés. Ainsi, je finis mon intervention. Je vous remercie. Merci. Très bien, Anwar. Oui, sur le Sénégal, je vous dis très franchement, on ne peut pas comparer le Sénégal ou le Tchad. Je suis un citoyen tchadien résident en France, mais j'ai vécu une partie de ma vie au Sénégal. J'ai fait 4 ans au Sénégal, j'ai étudié à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où même des professeurs de sciences politiques nous ont enseigné la question de la maturité du peuple. Parce que là, c'est important. Je reviendrai sur la question de la maturité du peuple tchadien et la maturité du peuple sénégalais. Ce ne sont pas deux peuples qui sont les mêmes. Vous savez, les contextes ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et les circonstances ne sont également pas les mêmes. Parce que au Sénégal, c'est reconnu unanimement et universellement qu'il s'agit d'un pays profondément démocratique. Le système électoral, le système institutionnel sénégalais, le système administratif sénégalais, le système politique sénégalais et l'armée sénégalaise ont une intégrité, une passion pour leur pays qu'on ne peut pas le comparer avec le Tchad. Pourquoi? Parce que déjà, les élections, ils sont totalement transparentes, libres, crédibles au Sénégal. On ne peut pas tripatouiller des élections au Sénégal depuis Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, en revenant par Macky Sall et en finissant actuellement par le président Diomaye Diakhar Faye, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on constate qu'il y a une forme d'alternance politique au Sénégal. Au Tchad, il n'y a jamais eu d'alternance politique. Il n'y a jamais eu d'alternance violente. Il n'y a jamais eu d'alternance civilisée, apaisée, démocratique, etc. qui se réunit autour d'un consensus national. Je dis bien un consensus national, parce que le dialogue national et inclusif au Tchad, malgré qu'il soit 10 ans un dialogue national et inclusif, il y a énormément de partis politiques qui ne sont pas signataires de l'accord de Doha. Nous avons des hommes politiques ici même présents, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, ils n'ont pas cautionné l'accord de Doha. Il y a également des opposants actuellement qui ont toujours pris les armes. Il faut savoir que le peuple sénégalais est un peuple, le citoyen sénégalais est une personne de nature non violente. De nature non violente dans le sens de l'arme. Parce que le Tchadien,
le citoyen tchadien, il est habitué à l'arme. Il y a eu, vous avez dit, juste après les proclamations des résultats, des tirs à l'arme. Mais imaginez, après des élections, pourquoi tirer des armes? Et donc, ce sont une forme de conscience collective qu'il faut essayer de cultiver chez les Tchadiens, que ce n'est pas en se servant des armes qu'on peut intimider des personnes. Ce n'est pas en se servant des armes qu'on peut instaurer une démocratie. Mais non, ça devient une dictature, ça devient une violence. Et donc, au Sénégal, il y a des élections qui sont totalement libres. Au Tchad, les élections, la crédibilité des élections sont remises en cause. On a évoqué les membres de l'Agence nationale, les membres du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les organes qui gèrent les élections, ne sont pas totalement libres, ce qui fait en sorte que le Tchad ou les citoyens tchadiens n'ont pas le choix, en quelque sorte, que de prendre les armes. Et là, actuellement, oui. Il faut compléter que ceux qui ont essayé de tripatouiller les élections, ou même pour avoir une troisième candidature, ou même présenter leur fils, comme Abdoulaye Wade, il a essayé au Sénégal pour un troisième mandat. Et en 2012, vous vous souvenez, 2012, les citoyens sont sortis, ils ont dit non, il y a eu des manifestations, il y a eu de la violence, mais le peuple sénégalais a tout fait qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Macky Sall, c'est pareil. Macky Sall a voulu à peu près maintenir le flou sur son intention de se maintenir au pouvoir par des gymnastiques un peu alambiquées, mais le peuple est sorti unanimement, ils ont dit non. Vous voyez? Et ça, c'est cette tradition démocratique. Vous voyez, ils ont eu Senghor, ils ont eu de Diouf. L'alternance a été toujours faite de façon vraiment apaisée. Au Tchad, comme il l'a évoqué, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, toutes les alternances politiques au Tchad, c'est des coups d'État, c'est des guerres. Et regardez, toutes les alternances ont été violentes. Donc maintenant, on aurait pu, par ce qui s'est passé au Tchad cette fois-ci, on s'est dit, bon, on aurait pu aller vraiment vers une alternance démocratique si les gens étaient sincères. Voyez? Mais finalement, les gens n'ont pas voulu. Ils ont voulu perpétuer un système en utilisant des arguments un peu alambiqués de sécurité, de stabilité, de lutte contre le terrorisme et tout ce que vous voulez, pour pouvoir garder le pouvoir et essayer de reproduire. Je vais redonner. Sur la question de la comparaison, de la comparaison entre le Sénégal et le Tchad, les Sénégalais, ils n'ont jamais accepté même un troisième mandat. Il ne s'agit pas d'un fils ou d'une personne qui doit succéder le père. Moi, je vous dis, il faut avoir la parole libre. Tout le monde, chacun est libre de dire ses opinions politiques. Donc, tout le monde a la liberté de dire ce qu'il pense. Et moi, au profond de moi, c'est que j'ai dit, sur quelle base? Sur quelle légitimité? Et c'est un message qui est adressé au peuple tchadien et à la communauté internationale. Sur quelle légitimité? Sur quelle base juridique est-ce que le fils devrait succéder le père? Ça, c'est une grande question. C'est là où, pour compléter ce qu'il dit, en fait, un système de 30 ans. Pendant 30 ans, quand on voit comment un système de 30 ans n'a pas pu générer, produire des leaders capables de prendre la relève et qui sont obligés d'aller chercher le fils des leaders. Vous voyez, c'est pour vous dire que cela n'est pas sincère. Cela une volonté de perpétuation de pouvoir et de façon dynastique, comme on dit, d'évolution dynastique qui ne dit pas son nom. Vous voyez, ce n'est pas une volonté qu'il n'y a aucun Tchadien capable de gouverner le Tchad que les membres de cette famille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et le pire, c'est que c'est le silence et la complicité des États-Unis. Je vais aller au Tchad avec Aimé Assadji. Tu nous entends toujours, Aimé? Est-ce que vous nous entendez? Pardon. Alors, on est dans la dernière partie de notre émission, dans les perspectives. Vous voyez, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se changer? Est-ce qu'il y a un espoir pour les jeunes Tchadiens que ces pays se transforment en un pays en paix et démocratique? Ok, merci. Bon, après ces élections du 6 mai, vraiment, je suis dans le milieu jeune, je côtoie beaucoup de gens, on parle de tout ce qui s'est passé. Mais franchement, le Tchadien, en tout cas nous qui sommes là, émotionnellement, nous sommes abattus. Ça, c'est un. De deux, est-ce qu'il y a vraiment espoir? Oui, nous, on croit toujours, on croit. Et ils ont des armes. Ils ont des armes, mais nous, on a toujours hésité. Ça fait des années. Chaque fois où ils disent, ils font sortir des armes, ils interdisent des marches. Mais on marche. On marche, ils tirent, ils assassinent.
Mais nous, certains, on sort, on revient, on s'organise, on part. Donc là, c'est juste une question de réorganisation. Comme le président Abdelkerim venait de dire, il faut revoir les choses. Pour ceux qui ont accepté d'aller aux élections, pour ceux qui ont boycotté, tout ça, on a tiré assez de leçons. Il n'y a eu jamais une élection gagnée au Tchad. Ça, nous le savons. Donc, maintenant, s'il faut aller aux élections, on sait déjà que ça ne va jamais aboutir. S'il faut prendre les armes, on sait déjà que la puissance étrangère va défendre ses intérêts. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se retrouver autour d'une table, réfléchir à une alternative. Mais nous, on ne peut pas être pessimiste, c'est notre pays, on l'aime tous. On veut voir ces pays-là un jour se développer, être comme des autres pays. Donc, on reste toujours optimiste, on croit. Maintenant, il faut unir toutes les forces, au moins les forces crédibles, et réfléchir vraiment à une porte de sortie. On croit, on va toujours mobiliser les gens et un jour, on va y arriver. Voilà. Merci, Aimé Assadji. Je donne le dernier mot à Abdelkerim. Quel message vous voulez envoyer au peuple djadien après ce que nous avons vécu Alors, les 6 mai? en fait, c'est pas un message, le peuple a déjà le message. En fait, moi, je suis très heureux de voir cette jeunesse. Pour une fois, c'est une jeunesse qui est un peu, qui a pris de la hauteur. C'est une jeunesse qui ne va plus se faire piéger par les pesanteurs ethniques, pesanteurs religieuses, pesanteurs claniques, pesanteurs régionalistes. C'est une jeunesse qui a compris que son avenir ne se joue pas seulement au niveau de la tectonique politique tchadienne, mais plutôt sa place en tant que jeune au niveau africain et au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, où les questions nationales n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, quelle est la place, quelle est la capacité de ces jeunes Tchadiens à pouvoir défendre leur place non pas seulement dans le monde, hein, sur l'échiquier d'abord africain, quelles compétences ils ont, quelle est leur capacité financière, quelle est leur capacité intellectuelle, académique, tout cela, quelle est leur capacité fonctionnelle, parce que si aujourd'hui on dit qu'au Tchad on est en train d'étouffer les gens, moi je prends juste un jeune Tchadien, quand je prends un jeune Tchadien, je le mets là. Et ça c'est ce que je pense vraiment. Et quand je prends un jeune Camerounais, un jeune Sénégalais, un jeune Français, et quand je regarde le jeune Tchadien, je dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, ce jeune Tchadien, aujourd'hui, pour affronter ces autres jeunes à travers le monde, pour défendre juste sa place, quoi. Et aujourd'hui, le jeune Tchadien est désarmé. Aujourd'hui, les jeunes Tchadiens ne mangent pas à sa faim, et les jeunes Tchadiens n'ont pas les moyens de pouvoir se soigner, le jeune Tchadien n'a pas les moyens de se former, d'avoir des compétences, ces compétences dont il peut aujourd'hui pouvoir non seulement aider le pays à se construire, mais compétences à aussi se construire lui-même, à défendre sa place en tant que jeune en Afrique ou en tant que jeune à travers le monde. Et quand je vois ce jeune qui n'a ni accès à l'eau, ni accès à l'électricité, qui n'a même pas de connexion Internet, vous voyez, où le coût d'Internet est exorbitant, où l'électricité, n'en disons pas, ce jeune qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus, ce jeune ne peut pas construire son autonomie, construire sa maison, aller se marier, avoir des enfants. En fait, moi je vois ça en fait. Quand on se bat politiquement, ce n'est pas pour juste des trucs théoriques, idéologiques. C'est du concret. Aujourd'hui, tu prends vraiment, il n'y a pas une classe moyenne au Tchad, où les gens sont de façon extrêmement riches d'un côté, les gens extrêmement pauvres de l'autre, et au milieu, il n'y a plus rien. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils juste prennent le pouvoir, d'accord, mais quand on voit réellement, pas une photo en ce moment en temps réel, instantané du Tchad, et prends la photo de ce jeune Tchadien, et compare-le un peu par rapport aux autres jeunes du monde. Qu'est-ce que pense ce jeune? C'est quoi son rêve? C'est quoi son avenir? C'est quoi sa capacité aujourd'hui à se réaliser? Parce que si on donne une capacité à cette jeunesse de se réaliser, c'est le pays qui se réalise. La jeunesse, c'est l'avenir, non? Eh bien, si on regarde un peu cet enfant tchadien, si c'est ça l'avenir du Tchad, c'est grave. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de messages à passer. Personnellement, j'arrive à peu près à la sortie, hein, j'ai 50 ans bientôt. Donc, moi, je suis plutôt sur la sortie. Hein. Il me reste quoi? Pas grand-chose, 10 ans à vivre, peut-être. Mais à ceux qui sont en train d'arriver, comme le jeune brillant juriste tchadien qu'il y a, comme Aimé, comme Christian, cette génération qui est en train d'arriver, c'est moi ce que j'appelle la relève.
c'est à eux de dire, de décider ce que doit être leur avenir, ce que doit être leur vie et ce que doit être leur détermination. Parce que c'est à eux de dire non, on ne veut pas de cet avenir, on ne veut pas de cette réalité. Nous, on veut construire notre propre réalité et c'est à eux de se réunir, de se liguer et de s'imposer et d'imposer ce que doit être le Tchad de demain. Ne laissez personne, je dis bien personne, décider de ce que doit être votre avenir. Voilà, c'est le seul message. Tout le reste là, c'est des blabla. Du concret. Si vous pensez que ceux qui ont mis le pays pendant 30 ans dans cet état, et si vous leur faites confiance, que ceux qui n'ont pas fait pendant 30 ans qu'ils vont le faire aujourd'hui, c'est que vous vous trompez. Mettez-vous vraiment en ordre de bataille et arrachez votre avenir. Personne ne le fera à votre place. Dernier mot pour la jeunesse. Mais en fait, quand on parle de la jeunesse, c'est qui la jeunesse? La jeunesse, c'est nous. La jeunesse, c'est les Tchadiens qui ont de 16 jusqu'à 25, jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans et qui sont soit dans la diaspora ou qui sont dans le pays avec des conditions qui sont exécrables, comme l'a dit le président Abdelkarim. Et donc, nous, c'est la jeunesse. Que ce soit dans la diaspora ou au niveau national, la jeunesse tchadienne aujourd'hui, elle est livrée à son propre sort. Juste un petit exemple. Aujourd'hui, un jeune Tchadien étudiant, que ce soit au Sénégal, j'ai vécu, en France, j'y suis présentement, au Canada, partout dans la diaspora et même au niveau national, les jeunes Tchadiens étudiants ne sont par exemple pas des boursiers. Donc le gouvernement tchadien a abandonné la jeunesse à leur propre sort. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des soins de santé, il n'y a pas des infrastructures de base et des infrastructures de première nécessité. Les étudiants ne sont pas de boursiers. Nous, par exemple, ici, on fait des jobs étudiants pour financer nos études et finir les études pour retourner dans ce pays-là et pour changer les choses. Mais est-ce que ce gouvernement-là donne les moyens à cette jeunesse-là pour faire cette lutte? Non. Et comme le président l'a dit, moi, tout ce que je vais dire à cette jeunesse-là, c'est d'abord de s'engager. De s'engager contre l'injustice, de s'engager contre l'impunité et de s'engager sur le fait, que ce soit en politique ou que ce soit dans le domaine scientifique ou bien dans le domaine de la société civile, de s'engager pour lutter contre les injustices, pour dire non à la domination, pour dire non à ce que il y a un système qui a fait 35 ans au pouvoir, qui a gouverné pendant 35 ans et qu'actuellement le peuple, la jeunesse, s'il n'a pas à boire ou bien à manger, c'est d'une gravité extrême. Et donc, on est parti encore pour des années et des années et des décennies. Donc, le message que je vais dire, c'est que la jeunesse doit s'engager et de dire les choses de façon libre. On n'a peur de rien. C'est la démocratie. Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions. Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions politiques et de dire ce qu'il pense. Et donc, il faut que cette jeunesse-là prenne sa responsabilité. En tout cas, nous, de notre côté, on est totalement engagés et que le président Abdelkarim Yacoub Koundougmi lui-même, il a dit qu'il faut accorder à la jeunesse cette possibilité-là de dire non, cette possibilité-là de s'engager et de s'impliquer pour changer les choses. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter encore des années et des années de retard. Le Tchad, il fait partie des pays qui sont en retard sur les indices du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, dans les rapports internationaux, de la CNUT7, de l'OCDE. Toutes ces listes, quand on les prend, le Tchad, il est toujours dernier sur les listes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. Et que si le système en place n'a pas pu résoudre ce problème-là, je ne sais pas pour quelle perspective ou pour quelle durée est-ce qu'on peut encore changer le Tchad. Et donc, c'est à la jeunesse de prendre sa responsabilité. C'est aux leaders politiques de s'engager pour la jeunesse. C'est aux femmes également, parce que les femmes au Sénégal, je les ai vues. Les femmes, elles s'engagent, que ce soit dans les marchés, dans les rues ou dans la vie ordinaire, de lutter contre l'injustice.
Et au Tchad, Dans la politique aussi. les femmes, il faut qu'elles s'engagent en politique. Les femmes, il faut qu'elles prennent des responsabilités dans l'administration. Le jeune, il faut qu'il prenne des responsabilités et qu'il faut qu'il s'engage. On a besoin de toutes les forces vives de notre nation pour changer les choses. Et donc, nous sommes déterminés à plus que jamais à aller jusqu'au bout pour réformer les choses, changer le Tchad et penser à un Tchad prospère et développé un jour. Merci. On va terminer sur ce point. La jeunesse tchadienne doit s'engager, que ce soit homme ou femme. Elles doivent s'engager. C'est le dernier mot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à ces échanges qui sont très importants pour, je pense, pour la jeunesse tchadienne et pour peut-être même pour les jeunesses africaines. Merci encore. Et notre émission de ce soir se termine sur ce point. La jeunesse doit s'engager en Afrique. Merci.